Merci de nous recevoir chez vous à ce magazine d'information politique continentale. On a décidé, depuis le mall Z4 Abidjan, qui est un joyau architectural, un joyau qui illumine aussi la ville d'Abidjan, est situé dans le quartier industriel de la ville d'Abidjan, à savoir la zone 4. Restez des nôtres. Nous allons tout de suite au Gabon, où nous allons parler un tout petit peu de ce qu'a fait la Cour constitutionnelle gabonaise. Les conseillers membres de la Cour constitutionnelle, sous la direction du président de la Cour constitutionnelle gabonaise, le docteur Marie-Madeleine Boranso, ont ensemble décidé qu'il fallait un tout petit peu faire cesser les heurts après tous différents scrutins. Comment le faire? Ils ont imaginé quelque chose qui doit faire école dans tous nos pays africains, à savoir une campagne de sensibilisation, déjà pour dire aux politiques, à vous de former vos militants, et pour dire aussi aux politiques et à tous de former les populations. Les populations de nos différents pays africains doivent connaître la constitution de leur pays et doivent se former à la chose politique pour que désormais nous n'ayons plus des heurts après les scrutins dans nos différents pays. Le Gabon est à l'honneur dans cette initiative et sous ma direction, nous avons décidé de vous offrir, de faire un flashback pour vous montrer comment le Gabon a décidé de prendre des choses pour pallier à tout ce qui peut se passer comme heurts après des scrutins. Ils ont sillonné les 9 provinces, les conseillers membres ont sillonné les 9 provinces du Gabon. Ensuite, ils sont allés à la rencontre des diasporas gabonaises à travers différents pays, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo. Sous ma direction, nous avons décidé de vous offrir un reportage de cette campagne de sensibilisation qui doit faire, je me répète, qui doit faire école dans nos différents pays d'Afrique. Une idée géniale de la Cour constitutionnelle du Gabon sous la direction du président de cette haute institution, le docteur Marie-Madeleine Boranso. En cette année 2023, qui verra, dans près de 8 mois, des élections générales segmentées par des législatives, des locales et des présidentielles. La haute juridiction, qui est la Cour constitutionnelle gabonaise, que dirige le docteur Marie-Madeleine Boranso, par une heureuse initiative, a entrepris une caravane de sensibilisation sur le processus électoral au Gabon, à travers tout le territoire national, afin de permettre à tous les citoyens de comprendre et de s'approprier tout le processus des élections et par là s'informer du rôle et du fonctionnement de toutes les institutions qui participent à la chose électorale. Cette croisade pédagogique a pour objectif de prévenir, de préserver et surtout de conjurer la triste situation qui fait que les suites des élections soient toujours suivies des heurts et des violences. Nous étions là dans le vrai, qui vient conforter l'initiative prise par la haute juridiction gabonaise, présidée par le docteur Marie-Madeleine Boranso, en portant au devant des citoyens tous les ressorts et les méandres complexes qui jalonnent le processus électoral. Ce n'est pas notre mission en tant que telle. Dans les missions du Centre gabonais des élections, c'est inscrit. Eux, ils devraient, puisque les politiques qui avaient créé cette instance, cet organe en tant qu'organe indépendant et permanent. Permanent. Quand le CGE n'organise pas les élections, quel est son rôle? Ça devrait être de sensibiliser afin que chaque citoyen puisse être à même d'exercer son droit de vote. Mais nous, on a estimé que, comme tout le monde le dit, d'ailleurs dans cette salle, pour tout le monde, c'est la Cour constitutionnelle que l'on voit. Donc on s'est dit, si nous ne nous lèvons pas pour aller vers les populations, vers les citoyens, pour essayer de les aider à comprendre cette matière qui est très complexe, c'est nous les perdants, parce que dans tous les cas, le contentieux va arriver ici et chacun aura beau rôle à dire, c'est la Cour, c'est la Cour, c'est la Cour. Bon, peut-être parce que nous occupons ce bâtiment, il est visible à 10 000 lieues, on le voit. Peut-être parce qu'on nous voit plus qu'on voit les autres. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense partout
que c'est nous qui sommes partout et c'est nous qui devons nous occuper de tout. Le but visé par cette opération pédagogique de sensibilisation ainsi que de vulgarisation est qu'au terme du scrutin, le Gabon s'éloigne de ces lendemains tumultueux faits de heurts et désolation. Il faudra désormais substituer le spectre de la peur et de la violence par un climat apaisé et serein. La réponse instantanée, enthousiaste, de même que l'adhésion massive des populations à ces louables et nobles intentions, prouve à suffisance que cette démarche salutaire était attendue. Si on ne maîtrise pas tout le processus électoral, on n'aura pas du tout les élections apaisées qui sont appelées par tous. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans cette salle. Chers compatriotes, il y a aussi que depuis des décennies, vous allez entendre, mais pas à ce niveau, vous veuillez nous excuser, vous n'êtes pas au niveau vous êtes les plus hautes personnalités dans cette République, mais vous aussi, vous avez malencontreusement l'occasion d'entendre dire, voilà les élections dans ce pays, depuis 1993, il n'y a pas de transparence, et puis l'organisation de l'élection se déroule toujours très bien. Ça se passe toutes les phases, que ce soit au niveau de l'établissement de la liste électorale, la révision de la liste d'abord avant son établissement, la mise en place des commissions électorales, la centralisation des résultats. Ça se passe très bien. Mais le problème se pose au niveau de la proclamation des résultats. Au niveau de la proclamation des résultats. C'est-à-dire, au moment où la Cour constitutionnelle vient proclamer les résultats finaux dans cette salle d'audience. Mais à ce moment de la proclamation des résultats, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'élection est terminée depuis longtemps. Parce que l'élection, quand on proclame les résultats, l'élection est déjà terminée depuis l'annonce des résultats qui est le rendu au public des résultats centralisés par les organes qui ont été mis en place par les acteurs politiques. Oui, depuis 1994, l'élection au Gabon est organisée par les acteurs politiques eux-mêmes. Événement. Le palais de la Constitution. L'histoire d'une haute institution. Un rêve, une idée, un amour pour sa patrie, un chantier colossal, un bâtisseur pour une œuvre qui restera jamais pour des générations. Le palais de la Constitution. Un documentaire de 120 minutes de la naissance de la démocratie gabonaise à la construction du siège de la Cour constitutionnelle gabonaise. Le palais de la Constitution. C'est 100% inédit et en diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h45 heure de Libreville, 19h45 heure d'Abidjan, 21h45 heure de Paris. Sur Gabon Première au 320 du bouquet Canal+. Rediffusion le samedi 6 mai 2023 à 23h35 heure de Libreville, 22h35 heure d'Abidjan et 0h35 heure de Paris. Sur Gabon Première, le reflet de l'image du Gabon. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50 heure d'Afrique centrale, 19h50 heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale sur NTV au 190 du bouquet Canal+ et 777 Star Time. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h heure d'Afrique centrale, 20h heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale. Sur ces directs au 334 du bouquet Canal+, Fruits au 449, SFR au 852, Easy TV au 3 et Molotov au 3. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h
heure d'Afrique centrale, 20h, heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale sur Télé Africa au 321 du bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 18h, heure de New York, sur Afrique Sol Prod TV, disponible sur le réseau américain Roku. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le mercredi 3 mai 2023 21h30 heure d'Afrique centrale, 20h30 heure d'Afrique de l'Ouest, 22h en Europe centrale sur Canal 2 International au 301 du bouquet Canal+. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 21h heure d'Afrique centrale, 20h heure d'Afrique de l'Ouest et 22h en Europe centrale sur TVZ Africa, disponible sur la TNT à Ouagadougou. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h heure d'Abidjan, 21h à Libreville sur IGF TV. Prenez rendez-vous avec votre chaîne de télévision le lundi 1er mai 2023 à 20h50, heure d'Afrique centrale, 19h50, heure d'Afrique de l'Ouest et 21h50 en Europe centrale, sur CNN au 12 des bouquets créoling et numéro câble. Diffusion mondiale sur 30 chaînes de télévision, radio et plateformes digitales du 1er au 6 mai 2023, marquant ainsi le 30e anniversaire de la Cour constitutionnelle gabonaise. Nous avons décidé d'aller en Chine. En Chine, où le couple présidentiel gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba et sa charmante épouse Sylvia Bongo, se sont rendus en visite officielle en République populaire de Chine. L'objectif réel, c'est redynamiser la collaboration, les relations entre la République populaire de Chine et la République gabonaise. Un reportage de Charlotte Abdoulaye. La rencontre entre leurs excellences Xi Jinping et Ali Bongo Ondimba sera l'occasion de dynamiser, pour un partenariat gagnant-gagnant, les axes de coopération qui unissent le Gabon et la Chine. En effet, les deux pays frères ont établi leurs relations diplomatiques le 20 avril 1974. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son épouse ont été accueillis au bas de l'échelle de Coupé par les autorités chinoises, salutation d'usage. Ainsi, au cours de ce séjour en terre chinoise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, aura par ailleurs des entretiens avec plusieurs autorités chinoises, telles que M. Li Qiang, Premier ministre du Conseil des Affaires d'État, et M. Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. En outre, et au terme des entretiens entre les deux chefs d'État, les deux gouvernements procéderont à la signature de plusieurs accords bilatéraux qui participeront à la consolidation du cadre juridique de coopération. Au plan politique, le Gabon et la Chine partagent une communauté de vues sur les questions majeures internationales de l'heure, notamment la paix et la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, entre autres. Au plan économique, la Chine est aujourd'hui l'un des premiers partenaires commerciaux du Gabon. Il est à noter que plus d'une soixantaine d'entreprises chinoises intervenant dans divers secteurs d'activité sont installées au Gabon. Elles participent ainsi au dynamisme de l'économie gabonaise. Cette visite officielle du couple présidentiel gabonais devra faire plaisir, comme ça, à tous les Gabonais, et même au-delà du Gabon, à tous les Africains, de voir comment nos chefs d'État font tout pour apporter du bonheur à leur population. Les relations Bénin-Rwanda en sont une belle illustration. Un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a effectué une visite d'État de 2 jours au Bénin à l'invitation du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Accompagné d'une forte délégation, le chef de l'État rwandais, son Excellence Paul Kagame, a été reçu au palais de la Marina dans la matinée de ce samedi 15 avril 2023 par le président de la République béninoise, son Excellence Patrice Talon, avec des honneurs dus à son rang. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un tête-à-tête qui a duré 90 minutes, occasion pour eux d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La présence du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, au palais de la Marina, à Cotonou, est un événement majeur pour les deux pays. Une étape importante dans les relations amicales ainsi que dans l'histoire des deux peuples. Au terme de ce tête-à-tête s'ensuivra une séance de travail conjointe élargie aux membres des deux délégations. Cette séance de travail sera sanctionnée par la signature de divers accords.
Ensuite, les deux chefs d'État ont animé un point de presse conjoint après la lecture du communiqué conjoint. On s'est dit tout à l'heure, à la fin de la séance entre les deux délégations, que le Bénin et le Rwanda allaient donner de la visibilité en termes de coopération sud-sud. Parce que bien souvent, nous l'évoquons sans beaucoup de foi, sans beaucoup de contenu. Mais le peu que nous avons fait en quelques années a déjà démontré que la coopération entre deux pays d'Afrique peut être d'une bonne dynamique. Nous allons franchir un nouveau palier à partir de la rencontre d'aujourd'hui. Nous tous, nous devons continuer à travailler pour s'assurer que nous développons nos compétences. Dans notre cas, d'où on vient, nous venons de très loin et nous avons atteint forcément un certain niveau, mais il faut qu'on puisse continuer à travailler en améliorant nos compétences au fur et à mesure, en formant de la ressource humaine, en travaillant en collaboration avec les pays voisins, avec les pays qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on pourra construire une Afrique plus forte, une Afrique qui aura de la compétence, qui n'aura pas besoin d'aller chercher la compétence ailleurs. L'une des décisions clés de cette rencontre est la tenue à Cotonou, avant la fin de l'année 2023, de la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-rwandaise en vue du suivi des questions d'intérêt commun. Nous venons en Côte d'Ivoire pour parler surtout de cet entretien qu'a accordé le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timoko Melet Koné, à son Excellence l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, Deniz Erdogan Barim. Un entretien qui s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, dans le fameux triangle d'or du quartier administratif du Plateau. Un reportage de Muriel Kouakou. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Melet Koné, a échangé ce vendredi 14 avril 2023 au palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Mme Deniz Erdogan Barim. La diplomate qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État le 2 mars dernier a échangé avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire sur le renforcement et la diversification des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, notamment dans les domaines économiques, de la jeunesse et de la culture. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le vice-président. On a échangé sur les sujets de coopération. On a échangé de réciproques entre les deux pays et dans différents secteurs. On a souligné nos relations qui sont très bon niveau d'amitié. Je remercie encore une fois à propos d'aide, de soutien de Côte d'Ivoire après le séisme qui est survenu dans mon pays. Et nous avons échangé aussi sur des questions économiques, culturelles, l'année de la jeunesse. Dans les différents secteurs, on a exprimé la volonté d'accroître nos relations. Je suis très heureuse que Côte d'Ivoire m'a accueillie avec les bras ouverts, avec une fraternité et amitié. Et là, par ailleurs, profiter de l'occasion pour réitérer ses remerciements aux autorités ivoiriennes pour le soutien et l'aide financière apportés par la Côte d'Ivoire à la Turquie suite au séisme qui a frappé le pays récemment. Pour terminer, l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, son Excellence Mme Deniz Erdogan Barim, a exprimé au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, à M. Timoko Melet Koné, sa joie de servir en Côte d'Ivoire et sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les autorités et le peuple ivoirien. Nous nous rendons tout de suite en Arabie Saoudite. Et là-bas, le prince héritier et le Premier ministre ont reçu le président de transition de la République tchadienne, à savoir son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Au programme, il y a eu la visite des lieux saints et surtout une belle visite sur les bords de la mer Rouge. Charlotte Abdoulaye. Le Hajj 2023 bat le record d'affluence jamais égalé. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, avant de quitter la Mecque, est allé visiter une nouvelle fois la Kaaba,
où il a pu embrasser la pierre noire encastrée dans l'angle est du monument sacré et accompli des unités de prière surérogatoires devant la station d'Ibrahim. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, enregistre ainsi sa dernière visite dans le lieu saint. Après la Mecque où il a accompli le petit pèlerinage, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu à Jeddah sur les bords de la mer Rouge, historique porte de passage des lieux saints de l'islam. C'est dans cette ville portuaire qu'il a été reçu dans la soirée par le prince héritier et le premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, qui lui voue un grand sentiment de fraternité et d'amitié. Le chef de l'État et son hôte ont discuté principalement du renforcement de la coopération bilatérale et la résolution de la crise soudanaise. L'occasion est toute indiquée pour les deux personnalités de célébrer la proximité et exalter la dynamique positive dans laquelle se trouve la coopération tchado-saoudienne. Une coopération soutenue par un accord de cadre de coopération conclu en 2021 à Riyad. Pas moins de 5 accords et un mémorandum d'entente lient les deux pays. Tout en se félicitant mutuellement de ce parcours, le chef de l'État, le prince héritier et le Premier ministre ont émis le vœu de voir la coopération entre le Tchad et le Royaume d'Arabie Saoudite franchir de nouveaux paliers plus importants. Le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a évoqué la marche du Tchad en transition, a également salué l'action du serviteur des deux saintes mosquées et du prince héritier pour leur leadership et leur engagement, donnant une nouvelle impulsion et une nouvelle dynamique qui place le Royaume d'Arabie Saoudite au centre de toutes les questions stratégiques au niveau mondial. Un engagement qui rejoint celui du Tchad qui, malgré sa situation politique qui lui est propre, s'investit pleinement dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Afrique et ailleurs. Un état de fait qui a amené les deux dirigeants à aborder l'urgence du moment qui a pour nom le Soudan. Faisant part de leurs extrêmes inquiétudes face à la détérioration de la situation, les deux hommes d'État, au regard de l'examen du dossier, ont affiché une vision commune quant à ce qu'il y a lieu de faire dans l'immédiat. L'arrêt immédiat des combats et des négociations directes entre les belligérants. Une position exprimée la veille par le chef de l'État qui a eu des conversations téléphoniques directes avec le président et vice-président du Conseil souverain du Soudan. L'Arabie Saoudite, de son côté, est également particulièrement active, notamment dans le cadre de la Ligue arabe. Les deux pays qui partagent des liens forts avec le Soudan entendent œuvrer davantage afin que cessent les armes dans ce pays et qu'ils se remettent sur les rails du développement. Nous quittons l'Arabie Saoudite à vol d'oiseau, ça fait beaucoup d'heures de vol pour arriver en Afrique centrale, en République centrafricaine, le pays du docteur Faustin Archange Touadéra, où le représentant spécial secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, M. Abdou Barry, a été reçu par le ministre de la Défense du dit pays, à savoir la République centrafricaine, après, bien sûr, son audience à lui être accordée par le président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra. Reportage Muriel Kouakou. Après avoir été reçu par la ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger et le président de la République de Centrafrique, dans le cadre de sa visite de courtoisie, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Barry, a rencontré ce 14 avril 2023 le ministre de la Défense nationale, M. Claude Rameau-Biro. Au centre des discussions, les dossiers de sécurité, la coopération et la sécurité transfrontalière. Les dynamiques ici en République centrafricaine étant des dynamiques de sécurité, je ne pouvais pas ne pas venir rencontrer le ministre de la Défense. Et avec le ministre de la Défense, on a évoqué les dossiers de sécurité, les dossiers relatifs à la mise en œuvre de la PPR, mais les dossiers relatifs à la sécurité transfrontalière. Donc on a évoqué la nécessaire coopération transfrontalière avec un certain nombre de pays du pourtour de la République centrafricaine. Monsieur Abdou Barry, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a rencontré d'autres institutions internationales en Centrafrique, nommées le 28 juillet 2022 par le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Il a pris fonction le 9 septembre 2022. Il a été, tour à tour, représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies à New York, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, chef du bureau de liaison de l'Union africaine en République démocratique du Congo et auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous quittons la République centrafricaine pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où s'est tenu le 19 avril dernier, au quartier administratif du plateau Abidjan, au Triangle d'Or,
présidence de la République de Côte d'Ivoire, un conseil des ministres sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Étaient présents le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thémoco Mélie Koné, le Premier ministre chef du gouvernement Patrick Hachi, ainsi que tous les membres du gouvernement. À ce Conseil des ministres, il y a eu des projets de loi, des projets de décret et surtout, ce qui a fait plaisir à certains, des nominations. Un reportage sous la direction de Koulibaly Ousmane et Raoul Sangoui. L'équipe de reportage de CNN Télévision était présente au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à l'occasion du Conseil des ministres du gouvernement ivoirien qui s'est tenu le mercredi 19 avril 2023, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs mesures ont été arrêtées au cours de cette rencontre. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 2 septembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le Conseil a adopté un projet de loi portant exercice de la médecine. Ce dispositif détermine les principes fondamentaux d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire et spécifie les qualifications ainsi que les compétences requises pour exercer la profession de médecin tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Toutefois, il conserve à l'ordre des médecins son rôle de garant de la moralité professionnelle par le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et le ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté une communication relative à l'institution d'une période de fermeture saisonnière annuelle, repos biologique des pêches maritimes. Le Conseil a entendu une communication du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Thémoco Mélie Koné, à l'occasion de l'an 1 marquant sa nomination en qualité de vice-président de la République. Monsieur Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a fait le point sur des questions liées aux tarifications des data pendant les échanges avec la presse nationale et internationale. Le gouvernement a pris à bras-le-corps cette question et le Premier ministre a reçu aussi bien le régulateur que les opérateurs. Le communiqué du régulateur qui marque la première rencontre qu'ils ont eue indique clairement que tous les opérateurs se sont inscrits donc dans cette voie à revenir donc aux tarifs précédents. Il va sans dire que ces deux opérateurs qui sont les plus gros ont évoqué des problèmes techniques qui ne leur permettent pas donc, je dirais en 48 heures, de pouvoir revenir aux anciens tarifs, puisqu'il s'agit de reprogrammer les nouvelles offres. Je l'avais indiqué lors de mon passage aux 20 heures que cela prendrait 48 heures à 3 semaines en fonction donc des opérateurs. Donc tout cela était connu depuis le début et c'est pour cela que nous avons tenu à le spécifier. Le Conseil a été informé de la visite de travail et d'amitié du président gambien, son Excellence Adama Barrow, en Côte d'Ivoire le 26 avril 2023. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 3 mai 2023 à Abidjan. Nous allons parler de la Nuit du Destin, toujours en Côte d'Ivoire, qui est un moment sacré, un moment de très très grand recueillement pour tout musulman. Et cette Nuit du Destin, qui a eu lieu le 17 avril dernier, a plongé toute la communauté musulmane dans une grande nuit de prière. Toute l'équipe internationale de CNN s'est focalisée sur la mosquée de la Riviera Golf, qui est un quartier résidentiel. Et tous les musulmans avoisinant ce quartier résidentiel, à savoir le quartier Beverly Hills, quartier résidentiel aussi, les quartiers de la Riviera 2,
de la Riviera 3 d'Atogban se sont tous retrouvés dans cette mosquée où on a aperçu les membres du gouvernement de religion musulmane, les membres du cabinet présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les diplomates musulmans accrédités en République de Côte d'Ivoire, ainsi que des présidents de hautes institutions de la République de Côte d'Ivoire. Tous étaient réunis autour du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour une nuit de prière, une nuit de partage aussi, parce que à cette occasion, ils ont fait beaucoup de dons. Le président de la République, d'ailleurs, a fait des dons. Un reportage de toute l'équipe de CNN International, conduite par Koulibaly Ousmane, lui aussi de religion musulmane, avec qui ils ont prié toute une nuit consacrée à la prière et à faire des dons. Reportage Koulibaly Ousmane et Muriel Kouakou. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane s'est rassemblée autour du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, afin de célébrer Laylatul Qadr, communément appelée la Nuit du Destin, dans la soirée du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023. La célébration officielle s'est déroulée dans la mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, des membres du gouvernement de religion musulmane, des membres du cabinet présidentiel, des présidents d'institutions du corps diplomatique. À ce beau parterre, il faut rajouter les femmes musulmanes, membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Belle tribune pour les imams d'encourager le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à se pencher sur la question de la jeunesse ivoirienne pour l'édification d'une société forte. C'est le message qu'a porté le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. L'objectif du COSIM est d'appeler l'attention de l'ensemble de la communauté musulmane et partant de la communauté nationale tout entière face aux maux qui minent notre société et sur les défis qui sont les nôtres dans ce vaste chantier d'éducation et de valorisation de notre jeunesse, appelée à prendre toute sa part dans l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos voeux. L'oisiveté étant source de vices, nous voudrons vous encourager, Monsieur le Président, à offrir davantage d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle à nos jeunes, de financement de leurs projets et d'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être de la jeunesse. Le thème de l'édition 2023 de la Nuit du Destin s'est articulé autour du thème « La place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilités, enjeux et défis ». Thème déroulé par l'imam Abbas Touré de la mosquée de la Riviera Palmeraie Cocody. L'imam Abbas Touré de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie a exhorté la jeunesse ivoirienne à renoncer aux gains faciles et à la débauche. Une partie de notre jeunesse aujourd'hui en manque de repères à cause de la démission de la cellule familiale. Hélas, la consommation de l'alcool, la drogue et la dépravation sexuelle sont devenus aujourd'hui les passe-temps favoris. Une jeunesse en manque de confiance à l'avenir qui se donne la mort par le suicide ou qui décide d'affronter la mort dans le désert ou sur la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, si nous voulons changer le comportement et la mentalité de nos jeunesses, cela doit impérativement commencer d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes de bons exemples pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons appris et inculqué aux jeunes comme valeurs spirituelles et sociétales? Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 13, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Chers jeunes, c'est par le travail et le courage que la Côte d'Ivoire arrivera à construire la société d'aujourd'hui et à impacter celle de demain. D'après l'imam Touré, il poursuit en disant ceci, je cite, « Si nous voulons construire une société émergente, il va falloir construire une jeunesse responsable. » L'imam Abbas Touré a appelé avec insistance les jeunes Ivoiriens à cultiver les valeurs du travail, soulignant que pour l'islam, le travail est une forme d'adoration. Le représentant de la grande mosquée de la Riviera, l'imam Cissé Sandou, a présenté le conseil de l'imama de la dite mosquée fortement rajeuni
rajeunit. L'imam Sissé Sindou, au nom de ce conseil, a prié le Tout-Puissant pour qu'il donne une santé de fer au président de la République pour conduire à bon port le navire ivoire. Aussi a-t-il prié pour que Dieu accorde les grâces de ce mois béni de Ramadan qui vaut 1000 mois d'adoration, soit environ 88 ans à la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été clôturée par la lecture intégrale du Saint-Coran. L'équipe de reportage de CNN a recueilli pour vous quelques impressions des membres de la communauté musulmane présents dans la dite mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. C'est la nuit du cadre et nous avons déjà senti que nous sommes sous les auspices, n'est-ce pas, de la paix. Et le thème débattu a été donc très bien débattu. Le communicateur, le conférencier, vraiment a fait une communication magistrale et je voudrais donc me réjouir. Nous venons de célébrer la nuit du destin, la nuit du Laytre cadre, avec son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça s'est très bien passé. Je crois que c'est un bon thème, c'est un thème que le Président a voulu cette année pour la Côte d'Ivoire. Et donc le thème continue, même dans les mosquées, afin que ce soit la jeunesse d'aujourd'hui soit une jeunesse responsable, une jeunesse d'avenir, une jeunesse sur laquelle aujourd'hui ceux qu'on peut appeler nos doyens peuvent compter. Très contente de célébrer la nuit du destin à la grande mosquée de la Riviera Palmeraie et surtout au milieu de nos cheikhs et du président de la République. Je suis très contente. Franchement, nous sommes super contents de cette nuit du destin. Voilà, c'est une nuit qui est vraiment importante pour nous les musulmans et tous les musulmans du monde au fait. Voilà. Donc nous disons vraiment merci à Dieu parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a permis de voir cette nuit-là. Je donne mes vœux à tous les musulmans du monde entier et surtout notre président, M. Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne la santé, la longue vie, la prospérité, tout le succès du monde au fait. Et ce qu'on pourrait dire après, c'est de prier pour toute la communauté afin que tout le monde se porte bien. Comme j'ai si bien dit, je suis médecin, donc c'est la santé qui me préoccupe beaucoup. Et ensuite, nous allons prier ensemble pour la paix dans ces pays afin que vraiment tout revienne comme c'était avant. Je remercie Dieu pour sa bonne gentillesse. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le destin. Donc s'il nous a donné une vie, on va faire en même temps, on continue. On remercie Dieu. Bien ala lombalele ala be sami ka dunia kono san kelen pe no sera fo be kontaan be ni san sera dunia kono san kelen be kan ka kontaan do bata ko bisabi lay tere an be nana ala nafa ma yoro la ala kenya dan be mam kan ni changer an kenya kono. Je viens d'assister à la cérémonie de la nuit du destin à la mosquée de la Riviera Golf. Et il faut dire que le thème vraiment était axé sur la jeunesse, comme le président aussi l'a dit, l'année 2023 est axée aussi sur la jeunesse. Et donc, on a assisté vraiment à des prêches très intéressants et on espère que la jeunesse et toutes les personnes qui se sont déplacées vers ici en tireront de bons conseils et de belles choses dans ce qui s'est passé ici. Je suis très ravi de la nuit du destin, que Allah nous fortifie, que Allah nous bénisse. C'est à 23h30 que le chef de l'État a quitté la mosquée de la Riviera du Golfe, faisant place ainsi à une veillée de prière jusqu'à l'aube, et ceci dans toutes les mosquées sur l'étendue du territoire national. L'équipe de reportage de CNN à Abidjan était déjà sur les lieux dès 7h du 21 avril 2023, marquant la fête de l'Aïd el-Fitr, appelée la fête du Ramadan. Les musulmans habitués de la mosquée de la Riviera Golf ont respecté les mesures de sécurité pour avoir accès pour certains à l'intérieur de la mosquée et la majeure partie sur l'esplanade de la dite mosquée. Les arrivées des membres du gouvernement et autres institutions de la République de Côte d'Ivoire ont précédé celle de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a tenu à saluer les fidèles musulmans avant de prendre place sans manquer d'apporter une marque d'affection particulière au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo. Place à la prière par l'imam principal Moumine Traoré de la mosquée de la Riviera Golf qui aura duré quelques minutes comme c'est de tradition, suivi de son allocution. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner les mois bénis de Ramadan. Nous l'implorons afin qu'il agrée notre jeûne et nos prières et qu'il pardonne nos fautes
et nos insuffisances. Aujourd'hui est un jour de joie pour les croyants, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de jeûner le mois béni de Ramadan. C'est allocution marquant ainsi la fin de cette grande cérémonie de prière. Le président de la République s'est rendu disponible face aux médias, parmi lesquels CNN Télévision. Pour la prière et pour tous ces vœux de bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Après 29 jours de jeûne pour tous les musulmans et le remercier pour toutes ces bénédictions et le vœu pour la paix, la sécurité et également la solidarité entre les Ivoiriens. Le mois de jeûne est un mois bien sûr de partage, mais également de réjouissance. Et je suis heureux de constater, comme lui, que la Côte d'Ivoire est en paix. Et je remercie tous les musulmans, toutes les populations, puisque Pâques a été en coïncidence avec le Ramadan, pour que toutes les prières soient reçues et que la Côte d'Ivoire continue dans la paix et dans la solidarité. Je voudrais dire bonne fête à tous et à toutes, et surtout beaucoup de paix, beaucoup de solidarité et beaucoup de partage entre tous les Ivoiriens et la population vivant en Côte d'Ivoire. Bonne fête pour l'Aïd el-Fitr. Merci beaucoup. Une belle fête de Ramadan à tous les musulmans qui ont laissé éclater leur joie. Je voudrais souhaiter une très bonne fête à tous les musulmans et à toutes nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, l'imam a délivré un message très fort à l'égard d'abord des musulmans. Nous devons renforcer nos actes de piété, nos actes de foi et les efforts qui ont été consentis pendant ce mois béni de Ramadan ne doivent pas s'arrêter parce que c'est la rupture aujourd'hui et la fête donc. Ils doivent se poursuivre. Aujourd'hui, c'est un jour de joie pour nous parce que nous venons de passer environ un mois de prière, d'invocation. Et si le Seigneur nous a accordé ce jour pour le magnifier, nous sommes heureux. Parce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a partagé le mois de Ramadan en 3 décades. La première décade, c'est la miséricorde. La deuxième décade, c'est le pardon. Et la dernière décade, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc nous espérons qu'avec tout ce qu'on a fait, que Dieu nous a affranchis au jour de l'enfer. Ce qui voudrait dire quoi? Que tous les péchés qu'on commettait avant le mois de Ramadan n'ont plus revenir à ces péchés-là. Toute l'équipe de CNN Télévision souhaite une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde. C'est l'heure du grand format. Nous avons décidé de vous ramener comme ça chez vous une pépite qui parle de politique, de manière très pointue. Mais il a décidé de se retirer de ce milieu depuis quelques années, après avoir occupé pendant 7 années des hauts postes ministériels dans son pays, la Côte d'Ivoire. Retenez que ce politologue nous a accordé en 2011, c'est-à-dire il y a 12 ans de cela, une interview rarissime. Et depuis cette interview, on ne l'a plus jamais revue sur les écrans. Nous avons extrait de cette interview, à la demande d'ailleurs de notre coordinateur Europe, M. Hilaire Blanchard, un extrait de 20 minutes pour illustrer comme ça l'Afrique, les nouvelles générations et ceux actuels, sur la cause politique. Et cette cause politique, qu'on me rappelait encore comme ça, Madame Rachel, est une manière pour les Africains de faire asseoir leur devenir, d'être responsables par eux-mêmes. Et ce grand politologue aujourd'hui qui est à la tête d'une fondation, une fondation qu'il préside, qu'il a créée, la Fondation Africa Nostra pour la cause de l'Afrique. Regardez ce monsieur, écoutez ce qu'il dit. C'est une profondeur et ça fait plaisir de savoir qu'il existe encore cette espèce parmi les Africains digne de ce nom. C'est le grand format de notre magazine d'information politique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission consacrée à la vie d'un homme, à ses visions,
avec surtout la discrétion qui le caractérise, quelqu'un qui va, par ses dires, par ses déclarations, essayer d'apporter encore un peu de rêve à cette Afrique, à cette jeunesse africaine qui a perdu le sens du rêve. Ce personnage n'est autre que Maître Frédéric Tongo Mbia, et vous en saurez beaucoup plus. Tout, ou presque, a été dit sur la Côte d'Ivoire. De mémoire d'homme de médias, je pense même pouvoir affirmer que peu de sujets auront autant tenu en haleine l'opinion africaine et mondiale que ce qu'on a appelé la crise ivoirienne. Il est un pays, le Cameroun, pour le nommer, où le débat a pris un tour carrément passionnel jusqu'au pugilat entre amis. Maintenant que les esprits se sont complètement calmés, nous avons pensé qu'il était temps de parler de la Côte d'Ivoire autrement. Et pour cela, nous avons porté notre choix sur une personnalité un peu atypique, une personnalité qui a été à des très hautes responsabilités d'État en Côte d'Ivoire et dont les compétences sont avérées. D'abord comme juriste, puisqu'il est docteur en droit des affaires et a prêté serment au barreau de Paris en 1980. Ensuite, comme politologue, puisqu'il est également docteur en sciences politiques et en droit constitutionnel. C'est dire que cette personnalité est très bien placée pour nous parler de la Côte d'Ivoire, de sa Côte d'Ivoire. Il s'agit de Maître Frédéric Tongo, qui fut numéro 2 des 4 ministères pendant quasiment tout le temps de Marcoussis et dans le cadre du gouvernement d'union nationale formé par une coalition des partis politiques. Merci de rester des nôtres. Maître Tongo, bonjour. Bonjour, monsieur Eka. Alors, où vivez-vous en ce moment? Eh bien, je vis entre Douala et Abidjan, en ce moment pour mettre la dernière main à ce que je considère comme l'œuvre de ma vie, qui est la mise en place d'une fondation pour la cause de l'Afrique. C'est donc que vous ne faites plus de politique? Oui, si on peut considérer que s'occuper de l'Afrique n'est pas faire de la politique. Autrement, je peux effectivement répondre que je ne fais plus de politique, mais au sens partisan et politicien du terme. Mais tout cela pour quelques raisons quand même. C'est que j'en suis vraiment à me demander si ce que nous appelons politique chez nous n'est pas quelque part en dissonance fondamentale avec ce que font les autres ailleurs. Je me demande même parfois si nous vivons dans le même temps et dans le même monde. On sent comme une pointe d'amertume chez vous. Mais de 8 ans passés dans le gouvernement d'un pays majeur comme la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que ça qui vous reste. En réalité, je suis très en colère. Je suis en colère parce que je considère qu'il y a en face de nous en ce moment ce qu'on peut considérer vraiment comme un formidable gâchis. Ce que je retiendrai de 8 ans au gouvernement, c'est vrai, il y a la gestion de l'État au quotidien, il y a la préparation, le suivi des conseils de ministres, des conseils de gouvernement. Mais ça, à mon avis, c'est ce que je qualifierais de la machine administrative. Il y a des choses beaucoup plus simples qu'à mon avis, moi, personnellement, j'ai apprises et sur lesquelles je souhaiterais qu'on prête un peu plus d'attention. Par exemple, je crois que le petit personnel des ministères, qui sont des gens qui sont au service de l'État, qui ne demandent pas grand-chose, mais à qui on attache très peu de prix, doivent être mieux considérés. Parce que sans ces petites personnes qui sont les secrétaires, les chauffeurs, des petits agents de bureau ici et là, rien, mais alors absolument rien n'est possible. Et il y a une deuxième chose que j'ai retenue, c'est les conférences budgétaires. C'est un temps extraordinaire dans la vie de l'État. D'abord parce qu'on a en face de soi ceux qui donnent les moyens aux autres pour faire le travail de l'État. Et moi, j'ai eu la chance de diriger à chaque fois, pendant 7 ans en tout cas, la délégation du ministère pour aller à ces discussions qui étaient des discussions mais âpres, d'une âpreté extraordinaire. Mais pas parce que les gens ne voulaient pas vous donner les moyens. Et ça aussi, c'est une chose que j'ai apprise, mais c'est parce que les moyens sont comptés. Nous partageons en réalité la pénurie en Afrique. Et l'une des grandes découvertes que je peux considérer comme étant mais vraiment quelque chose de vraiment surprenant, c'est le fait que l'intérêt général a besoin de moyens pour être mis en œuvre. Mais l'État a très peu de moyens. Les moyens de l'État pour faire face à l'intérêt général sont tellement limités que c'est quasiment dramatique. Voilà ce que moi je retiens en dehors de toutes autres considérations de ce parcours dans le gouvernement.
Parlant d'atypique, c'est vrai que vous l'êtes quand je regarde, quand je passe en revue certains dires ou encore quand on écoute les uns et les autres, il se murmure que vous étiez en totale opposition avec la ligne de votre parti. Ça veut dire que vous étiez opposé à la ligne de votre parti. Oh, c'est exact, mais pas avec cette force d'opposition que vous ajoutez au récit. C'est une histoire récente, c'est vrai, c'est une histoire pas très compliquée. Je n'étais pas tout à fait d'accord, pour ne pas dire que je n'étais pas d'accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que, par honnêteté vis-à-vis de mes camarades, je me suis mis à l'écart. Pendant toute la période de la campagne électorale, on ne m'a vu nulle part. Et puis je me suis également mis à l'écart après, puisque ce qui est arrivé après était la suite des positions que l'on avait prises avant. Peut-on dire que vous êtes en exil ou pas? Disons-le, vous n'êtes pas en exil. Bien sûr que non. Enfin, vous vous moquez un peu de moi, sans doute, en posant une telle question. Non, je ne suis pas en exil. Il fallait que je réorganise ma vie. Et il fallait même quelque part, pour des raisons de santé, en fait de récupération nécessaires, que je puisse prendre quelques vacances. Ça faisait 8 années que je n'avais pas pris de vacances. Vous imaginez pas, moi j'ai pas votre âge. Avec mon grand âge, de ne pas prendre de vacances du tout pendant 8 années, ça compte quand même. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné au village pour me ressourcer un peu et réfléchir à la suite des temps. Je suis de ceux qui pensent que le passé est passé, que le présent ne fait que passer et que dans le temps, ce qui compte vraiment, c'est le futur. Vous parlez si bien de ce melting pot en Côte d'Ivoire. On peut dire que c'est ce melting pot qui a fait un peu l'Amérique que tout le monde envie. Ou encore, on se souvient bien que ça a été la vision du président Houphouët-Boigny, qu'il a d'ailleurs amorcé et qu'il a essayé d'entériner d'ailleurs. On espère aussi que le gouvernement du président Ouattara essayera de persévérer dans cette ligne. Est-ce qu'on peut dire que ce melting pot est un peu la réussite de ce pays, la Côte d'Ivoire, au même titre que l'Amérique que nous envions tous? Oui, exactement. Le métissage, en l'occurrence, voulant dire pas forcément qu'on mélange les races, encore que, mais qu'en réalité, il y a à coexister, pas seulement pacifiquement, mais je dirais de manière fusionnelle, dans le même pays, des fils d'adoption, c'est-à-dire tous ces Ivoiriens dont le village se trouve presque partout ailleurs dans le monde. On a parlé de nous, mais parmi les Ivoiriens d'adoption, il y a des gens dont le village se trouve à Beyrouth, d'autres dont le village se trouve à Saigon, Dakar, Saigon, Ho Chi Minh Ville aujourd'hui, d'autres Bamako, en Île-de-France, et même aux Antilles. Et ces Ivoiriens d'adoption ont, d'une certaine manière, choisi de communier, donc d'avoir une communauté de destin avec les Ivoiriens de souche, qui, eux, ont leur village à Kong, comme le président Ouattara, à Daoukro, comme le président Bédié, à Prikro, comme d'autres amis, à Tabo, comme le ministre Maurice Bandama. Je citerai plein d'autres gens comme ça, à Ma, à Daloa, à Touba, à Adiaké, comme un autre ami, James Oura, l'un des plus grands peintres d'Afrique. À Maféré, tiens, Maféré, le village de mon ami et frère Edmond Manouan. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ce melting pot qui a fait la grandeur, en tout cas dans la vision que le président Houphouët-Boigny avait de ce pays. Moi je pense que quelque part, on a eu tort ces dernières années, voire ces dernières décennies, de tourner le dos à cette vision de la Côte d'Ivoire. Mais c'est une vision qui, quelque part, moi-même, j'en ai parlé dans une réflexion que j'ai faite dans le cadre de l'élaboration de la politique ivoirienne de l'intégration africaine. Et dans ce document stratégique qui a suivi l'évolution des choses, même quand on a quitté ce ministère, j'ai parlé de la destinée américaine, du destin américain de la Côte d'Ivoire. C'est une forme de destinée prophétique que la Côte d'Ivoire doit assumer pour être elle-même. Et quelque part même, les Ivoiriens eux-mêmes doivent apprendre quels atouts indéniables il y a à être membre d'une nation arc-en-ciel. Regardez l'Afrique du Sud. À vous entendre, on a envie un peu de paraphraser, de faire un rapport avec la candidate écologiste. Absolument. J'ai en mémoire une phrase que Eva Joly, effectivement, a prononcée dans son discours d'acceptation. Elle a dit en l'occurrence, parlant de son accent scandinave, alors qu'elle vit en France depuis 50 ans. Elle a gardé son accent scandinave et considère que cet accent scandinave parlant le français est la preuve parfaite de la grandeur de la France.
Et moi, je considère, quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je regarde, comme je le disais tout à l'heure, tous ces enfants de Côte d'Ivoire qui ont leur village partout ailleurs dans le monde, en plus d'avoir, bien évidemment, des villages de souche, c'est aussi une image de grandeur. C'est cette vision-là qui fait les vraies nations. C'est cette vision-là qui fait les grandes nations, surtout. C'est une vision de grandeur. C'est cela que la Côte d'Ivoire a comme destin. Alors, Maître Tongo, vous qui êtes avare en expression, on a envie de vous demander que faut-il faire pour restaurer la grandeur de la Côte d'Ivoire? Écoutez, moi je pense qu'il y a deux séries de pistes qu'il convient de suivre pour cela. Une première piste que, je dirais, la classe politique elle-même est en train d'ouvrir. Parce que quand on écoute tous les discours qui ont cours ici et là, en ce moment en Côte d'Ivoire, on peut les résumer à un slogan. Plus jamais ça. Plus jamais ça veut donc dire qu'il y a une forme d'unanimité dans la classe politique. Et si la classe politique est prête, que le terreau politique est fertile, je suis sûr que tous les projets, notamment ceux qui conduisent à une vision de grandeur de la Côte d'Ivoire, ont toutes leurs chances d'éclore. Et il y a une deuxième piste qui est, je dirais, le travail du gouvernement, partiellement, mais également le travail de chacun des Ivoiriens. Le travail du gouvernement, c'est d'une certaine manière au niveau diplomatique et au niveau économique. La diplomatie pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui doit retrouver sa place dans le concert des nations, toute sa place. La Côte d'Ivoire est la locomotive de la francophonie en Afrique. La Côte d'Ivoire doit retrouver pleinement sa place dans ce cadre-là. Ça, c'est la diplomatie. Mais il y a l'économie. La Côte d'Ivoire est un moteur économique. Mais l'économie ivoirienne va mal. Tout ce dont nous parlons ne pourra prospérer que si l'économie va mieux. Et ça, c'est du ressort, bien évidemment, du gouvernement, mais aussi de la société économique, les opérateurs économiques, et le gouvernement marchant main dans la main. On a de fortes chances de voir la Côte d'Ivoire retrouver des niveaux de croissance appréciables qui permettent en tout cas d'oublier le passé. Et puis il y a un dernier élément qui fait partie de cette deuxième piste qui est le travail du corps social. Et c'est là, d'une certaine manière, que nous avons péché. Mais péché grandement au point d'avoir poussé la division à de telles extrémités qu'il est devenu pratiquement impossible de tourner la page sans avoir le courage d'abord, l'honnêteté ensuite, de faire quelques constats. Ce sont des constats déchirants, mais ce sont des constats de principe. Si on ne les fait pas, à mon avis, on aura du mal à franchir le Rubicon. Il s'agit, à mon sens en tout cas, parce que c'est la partie qui m'intéresse véritablement, de constats à faire. Ok, allons-y. Premier constat. Mais alors le premier constat, qui est peut-être le plus déchirant de tous, c'est qu'il faut qu'on cesse de considérer comme acquis le fait qu'on a dit que la Côte d'Ivoire était une nation. Moi, je considère que la Côte d'Ivoire n'est toujours pas une nation. 51 ans après l'indépendance, contrairement à ce qu'on croit, la Côte d'Ivoire n'est toujours pas une nation. Mais ce n'est pas spécifique à la seule Côte d'Ivoire. Tous les pays d'Afrique sont quasiment dans la même situation. Le legs historique qui a une très grande partie coloniale dans sa constitution, mais pas seulement. Ce legs historique est toujours là et il se traduit par ce que j'appelle un patchwork sociologique, mais un patchwork sociologique mal assumé. Et tant qu'il en sera ainsi, je crains que d'une certaine manière, les tribus, les ethnies ne continuent de passer avant ce qu'on peut considérer comme l'intérêt général, c'est-à-dire la nation. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat. Le second constat, c'est que la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais la même. Parce que, comme un fleuve sort de son lit, quand il y revient, il n'est plus jamais le même. La Côte d'Ivoire est sortie de son lit. Et d'une certaine manière, la crise, qui est donc cette façon de sortir de son lit, elle a sonné le glas pour une certaine Côte d'Ivoire, qui est finie, terminée. Nous assistons aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes, s'apparente à la naissance d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Et ce que nous voyons devant nous, c'est tout simplement les douleurs de l'enfantement, qui précèdent
la naissance. Alors maître, quelle leçon tirez-vous de ce double constat? Écoutez, je tire en réalité 2 leçons. Vous verrez, je fonctionne en binaire la plupart du temps. Et la première leçon se trouve, je dirais pour l'essentiel, dans l'appel à la réconciliation que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a prononcé pratiquement chaque fois qu'il a eu à prendre la parole. Il a évoqué la nécessité absolue de la réconciliation. C'est la première leçon. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent se réconcilier. On ne sait pas par quel chemin ils passeront pour le faire, mais ils doivent le faire. Le temps est venu de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d'Ivoire et de rassembler les Ivoiriens. Oui, rassembler les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, célébrons la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Everybody been talking about unité nationale. Everybody talking about unité nationale. Deuxième leçon, qui est, je dirais, moins circonstancielle que la nécessité de la réconciliation, parce que la réconciliation, c'est pour sauver la situation actuelle de toute dérive. Mais la deuxième partie, la deuxième leçon, elle, c'est pour le long terme. Après qu'on en aura fini avec la réconciliation, il faudra enfin se donner résolument, méthodiquement, les moyens de faire de la Côte d'Ivoire une véritable nation. Et pour cela, il faut se rappeler qu'on a essayé l'intelligence, on a essayé la malice même. Certains ont essayé la force en Afrique pour obtenir l'avènement de nations. Mais en vain, les nations ne sont pas là. C'est donc qu'il faut peut-être chercher une autre voie pour construire la nation. Et moi, je pense personnellement qu'il y a une voie qu'on n'a pas encore essayée. C'est la voie de l'amour. C'est terminé, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.